N'importe qui peut apprendre à souder au TIG. Avec cette vidéo, j'aimerais te donner chaque geste qui va être nécessaire pour réaliser une première soudure au TIG et bien sûr les explications importantes qui vont avec. Entre le moment où tu sors le poste de son emballage, en passant par celui où tu vas devoir monter tes accessoires dessus et faire un réglage, jusqu'au moment où tu auras ta première soudure terminée dont tu seras super fier. Ou pas. Bah oui, ce sera ta première. J'ai passé du temps à essayer de simplifier mes explications pour qu'elles soient accessibles à tous et que l'apprentissage soit le plus clair possible. Alors suis bien toute la vidéo et n'hésite pas à prendre une feuille et un stylo pour noter les infos importantes. Sinon dans 2 heures il t'en manquera déjà une partie. Surtout que sur le TIG, il y a énormément d'infos importantes. Pour espérer maîtriser la soudure TIG, il faut connaître son principe de fonctionnement. Et donc TIG, ça veut dire Tungstène Inert Gas. Car oui, tu as bien une électrode en tungstène qui transmet un arc électrique qui va faire fondre le métal de tes pièces et créer ce qu'on appelle un bain de fusion. Et ce bain sera protégé des agressions de l'oxygène ambiant par un gaz inerte qui sera de l'argon pur. Et oui, car l'avantage du TIG, c'est de pouvoir souder une multitude de métaux avec un seul gaz, contrairement au MIG-MAG où plusieurs bouteilles sont nécessaires en fonction du métal à souder. Si tu veux plus d'infos sur les gaz de soudure, tu pourras aller voir ma vidéo sur le sujet, je t'ai mis le lien en description de cette vidéo. Commençons par les inconvénients du TIG. Déjà, il demande d'avoir des pièces parfaitement propres et décapées avant soudure. On peut aussi préciser que la vitesse d'avance et le dépôt de métal sont plus lents que sur d'autres procédés, et aussi que le coût peut être élevé, surtout si tu veux un poste capable de souder l'aluminium. Je t'explique pourquoi juste après. Ou encore que la chauffe est plus étendue et sur un temps plus long, ce qui engendre des déformations plus importantes. C'est pour ça que c'est pas le plus utilisé en carrosserie, car les tôles fines sont plus sujettes à la déformation. Également, en extérieur, c'est compliqué d'utiliser le TIG quand il y a un peu de vent, car il chasse le gaz de protection. Il faudra donc se calfeutrer avec des bâches ou autres pour remédier au problème, et augmenter légèrement le débit de gaz. On notera aussi que c'est probablement le procédé le plus technique à apprendre, et donc à maîtriser. Mais ça tombe bien, t'es sur la bonne vidéo pour remédier à ça. Mais alors pourquoi avec tous ces inconvénients, il reste le procédé préféré d'énormément de soudeurs? Eh bien parce qu'il a comme avantage de ne produire aucune projection ni fumée, ce qui donne une soudure nécessitant moins de nettoyage une fois fini. On peut également dire qu'on a une meilleure maîtrise du bain de fusion, ce qui permet de faire des soudures plus précises avec un aspect propre et régulier. Il est d'ailleurs très utilisé en tuyauterie industrielle pour assembler les conduites et garantir qu'elles soient parfaitement étanches et résistantes à la pression. Le TIG permet également de pouvoir souder sans métal d'apport, ce qui est apprécié dans certains cas. Et enfin, comme je l'ai dit plus haut, avec un seul gaz, l'argon pur, on peut souder quasiment tous les métaux, ce qui est un sacré atout. De quoi est constitué un poste TIG? Tu as un générateur relié à sa prise secteur en 220 volts. Pour les plus puissants, il en existe à brancher sur une prise 380 volts. Tu as aussi une masse et une torche comme sur tous les procédés à l'arc, mais tu peux voir que cette torche est constituée de plusieurs pièces. À desserrer en premier, à l'arrière tu y trouves le bouchon qui existe souvent en 3 tailles. On choisit la taille en fonction de si on doit accéder dans des endroits exigus ou pas. Enlever le bouchon m'a permis de libérer le tungstène. Son rôle est de transmettre l'arc électrique, mais ils ne font pas. Sauf que c'est quand même inconsommable, puisque régulièrement tu auras des impuretés dessus, où il t'arrivera de le tremper sans faire exprès dans le bain de fusion, et tu devras le meuler régulièrement pour lui redonner sa forme en pointe. C'est pour ça qu'il finira par réduire petit à petit jusqu'à devoir être changé par un neuf. Donc tu enlèves le tungstène et ça libère également la pince de tungstène qui sert à le bloquer grâce à la pression du bouchon. Ensuite tu dévisses la buse en céramique qui sert à canaliser le gaz pour le maintenir autour du bain de fusion. Les buses en céramique ont un diamètre de sortie qui existe en plusieurs tailles, suivant les épaisseurs à souder ou l'accessibilité. Pour débuter, si tu as une buse de 7 ou 8, c'est plutôt passe-partout. Ça sert à rien d'avoir toutes les tailles. Après la buse, tu peux dévisser le support collet, appelé aussi diffuseur de gaz. Il en existe appelé à tamis, mais encore une fois pour débuter, garde un diffuseur standard, ça convient parfaitement. Pour terminer, quand tu as enlevé le diffuseur, il reste la bague en téflon, qui est là pour assurer le positionnement et l'étanchéité entre la buse et le corps de torche. Pour remonter l'ensemble, c'est le chemin inverse. Et personnellement, je serre tout à la main. Si tu souhaites, tu peux serrer le support collet avec un petit coup de pince, mais c'est pas obligatoire et il ne faut pas forcer trop. Alors il faut préciser que pour le montage des accessoires que je viens de citer, tu as un avantage, c'est que la compatibilité entre marques est universelle. En revanche, il existe 2 types de torches différentes. Le premier que tu vas retrouver sur la plupart des postes TIG d'entrée et milieu de gamme est le type 17-18-26. Alors pourquoi 17-18-26 ? En regardant ta torche, tu vas trouver une inscription
du style WP26 ou SR17 ou encore TG18. Bref, du moment où tu as un 17, un 18 ou un 26, ils sont dans la même catégorie et tu devras acheter des accessoires pour torche TIG 17, 18, 26. Tu peux donc monter les accessoires d'une 26 sur une 17 par exemple, c'est les mêmes. Le deuxième type que tu peux trouver est le 9-20, donc pareil, si tu as un 9 ou un 20 dans la référence de ta torche, tu devras commander des accessoires pour série 9-20. En résumé, tu ne te préoccupes pas de la marque de la torche, mais du numéro auquel elle correspond. Une dernière chose à savoir, c'est qu'il existe différents diamètres de tungstène que tu changes en fonction de si tu soudes à faible ou haute intensité. Les diamètres les plus courants sont 1 mm, 1,6, 2, 2,4 et 3,2 mm. Je conseille d'avoir un diamètre de 1,6 et 2,4 mm, ça suffit et ça couvrira une bonne plage d'intensité, et donc d'épaisseur à souder. Bien entendu, si tu changes de diamètre de tungstène, tu devras adapter le diffuseur et la pince de tungstène qui eux aussi correspondent au diamètre du tungstène. Donc avec un tungstène de 1,6 mm, il me faut aussi un diffuseur et une pince de 1,6 mm. Autre précision importante que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il y a deux types de TIG. Le TIG DC qui délivre un courant continu avec lequel tu pourras souder la plupart des métaux dont l'acier, l'inox ou encore le cuivre. Mais si tu veux également souder l'aluminium, il faudra que le poste délivre aussi un courant AC pour courant alternatif. Donc en achetant ton poste, tu as le choix entre TIG DC et TIG AC/DC. Ceux qui font AC plus DC sont quasiment 2 fois plus chers que les TIG DC. Une autre option qu'on peut regarder à l'achat, c'est si le descriptif mentionne TIG Lift ou HF. En TIG Lift, tu vas devoir faire toucher le tungstène sur ta pièce pour pouvoir amorcer et donc débuter ta soudure. Alors que si tu as la chance d'avoir la HF qui signifie haute fréquence, le simple fait d'appuyer sur le bouton de ta torche va déclencher la soudure, à condition quand même d'être relativement proche de la pièce à souder. Pour le montage, c'est très simple, tu as ta masse qui dispose d'une connectique soit en 35-50 qui correspond à un diamètre de 13 mm, soit en 10-25 qui correspond à un diamètre 9 mm, sachant qu'il existe des petits adaptateurs pour passer de l'un à l'autre. Donc tu branches ta masse sur le symbole plus, ou sur le symbole qui représente une masse suivant le modèle de poste, en insérant l'ergot et en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que ça coince bien. Pas besoin non plus de mettre toute ta force. Ensuite, tu branches la torche de la même façon, mais sur le symbole moins ou sur le symbole qui représente une torche TIG. Et tu branches aussi la prise de connexion qui sert à alimenter électriquement le bouton de déclenchement qui est sur ta torche. Tu peux voir sur ce poste que j'ai une torche qui se visse et le passage du gaz se fait par le même branchement. Alors que sur celui-là, j'ai une torche avec le même ergot que la masse et le gaz se branche avec un raccord rapide juste à côté. Certains postes pro sont refroidis et ont donc deux branchements supplémentaires, bleu et rouge, pour le circuit de liquide de refroidissement. En TIG, on a toujours la torche au moins et la masse au plus, donc jamais besoin d'inverser. On va maintenant brancher la bouteille de gaz au poste. Tu dois avoir une bouteille d'argon pur équipée d'un manomètre avec le tuyau de gaz et son raccord rapide que tu branches généralement au dos de ton poste. Tu as ici la pression qu'il reste dans la bouteille. Si elle est neuve, tu dois être autour de 200 bars. Et ici, tu as le débit de gaz qui va sortir de ta torche, qui devra être réglé en général autour de 8 litres minute. Pour faire ce réglage, si ta bouteille est neuve, tu vas devoir visser quelques tours dans le sens horaire pour faire monter l'aiguille. Et pour régler précisément tes 8 litres par minute, tu dois allumer ton poste et appuyer sur le bouton de déclenchement de ta torche pour faire sortir le gaz. Et c'est pendant que le gaz sort que tu règles les 8 litres. Tu es prêt maintenant à effectuer les réglages qui se trouvent en façade de ton poste, qui seront à modifier suivant la soudure à réaliser. Alors le but de cette vidéo est de pouvoir régler n'importe quel poste TIG, peu importe sa marque. Le schéma standard qu'on retrouve sur une majorité de postes est celui-ci. Il peut différer légèrement d'un poste à l'autre, mais sa forme ressemble toujours à peu près à ça. Mais alors qu'est-ce qu'il veut dire ce schéma ? Il correspond à un cycle de soudage. En gros, entre le moment où tu appuies sur le bouton de ta torche pour souder et le moment où tu as relâché pour stopper la soudure et que le gaz s'arrête, il se passe un cycle comme celui-là. Et à chaque endroit de ce schéma, tu as des réglages qui sont possibles. Au départ de la courbe, tu as le réglage de pré-flow, ou pré-gaz en français. Il se règle en secondes et c'est le temps durant lequel va commencer à sortir le gaz avant même de faire l'arc électrique. Pourquoi on fait sortir du gaz avant que l'arc ne se fasse ? Eh ben ça permet de commencer à protéger la zone de soudure et de chasser l'oxygène qui pourrait se trouver à l'intérieur des tuyaux de ta torche. En général, je règle 1 seconde quand je soude de l'acier et 2 secondes quand je fais de l'inox pour être sûr. En réglant le pré-flow sur 2, tu auras donc un laps de temps de 2 secondes entre le moment où tu appuies sur le déclencheur et celui où l'arc va se faire. Ensuite, prochain réglage sur la courbe, le start current ou courant de départ. Il est en ampères, c'est l'intensité à laquelle ton poste va amorcer. Moi j'aime bien le laisser au mini, ça permet une montée en température progressive. Réglage suivant qu'on appelle upslope, qu'on peut traduire par montée, qui est en secondes et va définir en combien de temps le poste va passer du courant de départ que tu viens de régler
au courant de crête, qui est celui avec lequel tu vas effectuer toute la soudure. En général, moi je le laisse sur 2 secondes. Ensuite, tu as donc le peak current, ou courant de crête, qui est l'intensité à laquelle tu vas souder, qui se règle en fonction de l'épaisseur et des matériaux à souder. Pour donner une indication, on règle environ 25 ampères par millimètre d'épaisseur à souder. Moi je vais souder de la 3 mm, je règle donc sur 75 ampères et j'ajusterai si besoin. Donc là, dans la courbe, tu es en train de souder avec ton courant de crête, tu arrives à la fin de ta soudure et au moment où tu relâches le bouton de ta torche, tu bascules sur le réglage qui est le downslope, ou appelé évanouissement en français. C'est le temps en secondes où le poste va passer du courant de crête au courant final. Il est très important car il permet à la fin de ta soudure de se solidifier lentement et de ne pas s'effondrer. Ça évitera donc d'avoir un trou ou un creux à la fin de ton cordon. En général, on le règle sur 4 à 5 secondes, ça peut varier suivant l'épaisseur et les matériaux soudés. Réglage suivant, c'est donc le end current, le courant final. Il sert aussi à éviter un peu ce trou en fin de soudure, et en général, je crois que je le règle sur 10 ou 15 ampères. Et on termine avec le post-flow ou post-gaz, qui est le temps en secondes où le gaz va continuer à protéger la fin de ta soudure et le tungstène, le temps qu'il refroidisse un peu. En général, je mets à peu près 3 secondes quand je soude de l'acier et 6 quand je soude de l'inox. Pour que ça te paraisse plus clair, en résumé, ça donne: tu places ta torche à l'endroit où tu veux débuter la soudure, tu appuies et restes appuyé sur la gâchette de la torche. Le poste va d'abord ouvrir le gaz le temps que tu auras réglé, puis amorcer l'arc en le faisant monter jusqu'au courant de crête. Immédiatement, tu vas avoir ton bain de fusion. Tu vas avancer pour réaliser ta soudure. Quand tu arrives à la fin, tu lâches la gâchette de ta torche et tu arrêtes d'avancer en même temps que le courant diminue. Quand le courant est stoppé, tu ne retires pas la torche de la soudure car tu dois attendre que le gaz finisse de sortir pour protéger la fin de ta soudure. Une fois que tu entends le gaz se couper, tu peux retirer la torche, ta soudure est terminée. Toutes ces phases sont gérées par le poste. Toi, tu as juste à appuyer sur la gâchette pour démarrer la soudure et relâcher en fin de cordon pour la stopper. Suivant les postes à souder, il se peut que tu n'aies pas la totalité de ces réglages. Sur certains, on peut régler seulement l'intensité de soudage et le poste gaz. Certains affichent le schéma que je t'ai montré sur la façade du poste, avec des flèches pour sélectionner chaque réglage. D'autres n'indiquent que le nom des réglages et ont un bouton par réglage. Donc visuellement, ça peut différer légèrement, il faut essayer de se repérer et de s'habituer. Sur la façade de ton poste, il y a quelques boutons supplémentaires qu'on retrouve fréquemment. Tu as souvent un bouton pour passer de TIG à MMA, qui est le procédé avec électrode enrobée, car tous les TIG permettent de souder à l'électrode. Ensuite, tu as souvent un bouton de réglage où tu as le choix entre 2T et 4T, c'est 2 temps ou 4 temps. Alors en 2 temps, ce qui est le plus conseillé pour débuter, ça signifie que quand tu appuies sur la gâchette de la torche, ça lance le processus de soudage, et tu restes appuyé jusqu'à la fin de soudure, et quand tu relâches, ça va stopper le processus. Alors qu'en 4 temps, tu as juste besoin d'appuyer une première fois et de relâcher le bouton immédiatement. Le processus de soudage va continuer sans que tu n'aies besoin de rester appuyé sur la gâchette. Et à la fin de la soudure, tu appuies de nouveau une fois brève et le processus va se stopper. Ça permet aux soudeurs intensifs de s'économiser, mais pour débuter, il vaut mieux rester en 2 temps. Voilà pour les fonctions les plus répandues. On a enfin réglé notre poste, on commence à passer à la pratique avec dans un premier temps l'affûtage de notre tungstène qui est important. Un tungstène neuf est plat, il faut l'affûter en pointe. Pour cela on utilise la meuleuse avec un disque à lamelles si possible ou une affûteuse à tungstène si on est riche. La pointe doit avoir un angle d'environ 45 degrés. Bien sûr, ne passe pas un quart d'heure pour essayer d'avoir 45 degrés. C'est du à peu près, ça peut avoir une légère influence sur la pénétration de ta soudure, mais c'est pas ce qui va t'empêcher de t'entraîner. Surtout qu'au début, tu vas le meuler toutes les 2 minutes. En revanche, ce qui est important, c'est de le meuler dans le sens de la longueur. En gros, sur ta meuleuse, tu dois pas te mettre de cette façon, mais plutôt comme ça. Ça permet d'avoir les stries que va laisser l'abrasif de ton disque dans le sens de la longueur, pour ne pas perturber l'arc. Le tungstène doit être placé dans la torche en le laissant dépasser d'une dizaine de millimètres environ de la buse. J'ai oublié de préciser, il existe plusieurs couleurs de tungstène, mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Pour l'instant, si tu fais acier ou inox, contente-toi d'acheter des tungstènes de couleur grise. Le tungstène est affûté, il reste à blanchir les pièces à souder avec un disque à ébarber ou à lamelles, surtout pour l'acier noir où il faut bien enlever toute la calamine. Et au TIG, on doit le faire au recto et au verso pour éviter que les impuretés du verso soient aspirées et remontent dans le bain de fusion. On peut aussi faire un chanfrein quand on arrive dans des bonnes épaisseurs. Moi, je commence à bien casser les arêtes à partir de 3 mm. Le chanfrein permet de pénétrer sur toute l'épaisseur du métal à souder. Les pièces sont blanchies et chanfreinées, on va maintenant les assembler. Et la règle d'or avant de faire une soudure, c'est toujours de pointer les pièces en les bridant à l'aide de minimum 3 points de soudure. Quand j'en ai la possibilité, je pointe au dos des pièces, ça permet de donner une précontrainte à la future soudure qui va avoir tendance à déformer les tôles. C'est toujours mieux d'augmenter l'intensité pour faire des points solides. On a dit que j'allais souder à 75 ampères, donc j'ai mis 90 pour le pointage. J'ai aussi réglé la montée et l'évanouissement à 0, c'est plus pratique pour le pointage.
On commence par pointer au centre, ça évite un écartement des tôles. Donc pour pointer, tu viens poser ta buse sur ta pièce en approchant le tungstène à 1 mm de la tôle et tu déclenches l'arc. Tu attends que les deux bords se mettent à fondre. Si les pièces sont parfaitement collées l'une à l'autre, les deux bords vont se rejoindre et fusionner. À ce moment-là, tu relâches le bouton et tu attends que le gaz finisse de sortir. Si jamais ta coupe n'était pas parfaite et qu'il y avait un très léger espace entre tes tôles, comme ici, tu n'arriveras peut-être pas à fusionner les deux parties. Tu devras donc ajouter du métal d'apport en le faisant tremper directement dans le bain de fusion sans toucher le tungstène. Donc tu déclenches, les pièces commencent à fondre et hop, tu trempes une demi-seconde ton métal dans le bain de fusion. Tu termines avec un point à chaque bout de la pièce. Bien entendu, si pendant le pointage tu touches sans faire exprès ton tungstène dans le métal fondu ou contre le métal d'apport, tu n'auras probablement plus une pointe parfaite, il te faudra donc meuler ton tungstène en pointe à nouveau. On est enfin prêt pour faire notre soudure et pour t'entraîner à maîtriser le geste, je te conseille d'essayer sans métal d'apport, ça te fera un élément en moins à gérer. La condition, c'est que tes tôles plaquent parfaitement l'une à l'autre. Ça te permettra de bien voir les deux parties fondre et de bien attendre que le métal de gauche se lie avec celui de droite, et donc de ne pas avancer trop vite. Car ce qu'on remarque le plus chez un débutant, c'est la tendance à avancer trop vite et la tendance à être trop éloigné du bain de fusion. On doit garder les 1 mm tout au long de la soudure sans pour autant toucher le bain de fusion. Pour la position pendant la soudure, garde la torche alignée à la soudure et un angle d'environ 45 degrés entre torche et établi. Et pour le moment, tu avances ce qu'on appelle à main levée en gardant ta torche à 1 mm en l'air. Sur internet, tu vois souvent des pros qui ont leur buse posée pour avancer et qui font un mouvement comme ça de gauche à droite. On appelle ça la godille, mais c'est encore une technique à maîtriser. Et pour l'instant, t'en as pas besoin. Ton but à toi, c'est de faire des soudures en ligne droite sans mouvement complémentaire. Comme tu avances à main levée, c'est important d'être bien calé, si possible assis, et d'essayer de trouver des appuis pour caler tes bras, soit en maintenant tes coudes contre le corps, soit en trouvant appui sur l'établi. Faut faire attention quand même que ça te gêne pas pour avancer. Donc je te montre sans métal d'apport. J'ai bien redescendu mon intensité à 75 A et remis ma montée et mon évanouissement. C'est parti. Voilà le résultat que tu dois obtenir. Et quand tu auras réussi à avoir ce résultat, tu recommences en prenant une baguette de métal d'apport pour TIG de la même matière que celui des pièces à souder et d'un diamètre inférieur à l'épaisseur des pièces. Moi j'ai un métal d'apport de diamètre 2 mm pour de la tôle de 3 mm. Et tu fais la même soudure, mais cette fois en venant déposer goutte par goutte ton métal d'apport dans le bain de fusion. Pour ajouter le métal d'apport, c'est je dépose une goutte dans le bain de fusion, je retire légèrement, puis je redépose une goutte et je retire, et ainsi de suite. Tout ça avec une cadence assez rapide et régulière. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas la soudure la plus parfaite et la plus régulière, mais si tu arrives à ce résultat, ce sera déjà très satisfaisant. Le mouvement pour faire avancer ton métal d'apport qui fond petit à petit, c'est celui-là. Mais au début, c'est pas simple à coordonner tous ces mouvements, donc on a tendance à le tenir fixement et stopper la soudure quand les doigts se rapprochent du bain, le temps de le reprendre plus haut. Très important pour réussir, c'est de s'entraîner régulièrement, de ne pas désespérer et d'appréhender les mouvements les uns après les autres. Ça viendra pas en claquant des doigts, mais à force de persévérer, tu feras tout ça automatiquement. C'est comme le permis de conduire où il faut coordonner pédale, vitesse, volant, rétro, tout en regardant la route et les panneaux. Ça paraît extrême, mais au final, tu vois que c'est à la portée de tout le monde. Il y en a même qui se permettent d'écrire des SMS en même temps ou de gueuler sur leur chérie. Ce qui t'aidera le plus si tu galères, c'est de poser des questions, alors fais-le et je répondrai avec plaisir. Je ferai d'autres vidéos sur le TIG car il y a encore plein de choses qu'on peut détailler sur ce procédé et qui seront utiles pour apprendre. À bientôt, entraîne-toi bien et je te laisse avec d'autres vidéos à regarder.